Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine de l'écho sur France 24. Après les critiques sur le retard de la campagne de vaccination en France, Jean Castex prolonge au moins jusqu'à fin janvier la plupart des restrictions sanitaires déjà en place. Les activités, les équipements fermés le resteront encore jusqu'à la fin du mois. Le couvre-feu à 20h est prolongé et 10 départements devraient être ajoutés à la liste des territoires concernés par un couvre-feu dès 18h. Un troisième reconfinement n'est pas exclu si le virus s'active. En parallèle, le gouvernement accélère la campagne de vaccination. Les plus de 75 ans pourront se faire vacciner à partir du 18 janvier prochain. La lenteur de la vaccination met en danger la reprise économique, écrit Patrick Artus dans Le Monde cette semaine. Patrick Artus, co-auteur avec Olivier Pastré de L'économie post-Covid, les 8 ruptures qui nous feront sortir de la crise. Et c'est aux éditions Fayard. Et Patrick Artus est notre invité, directeur de recherche chez Natixis. Bonsoir Patrick, merci beaucoup d'être avec nous et bonjour plutôt. Le gouvernement donc accélère sa campagne vaccinale, on l'a dit. Est-ce suffisant, Patrick, pour ne pas mettre en danger la reprise économique ? Oui, alors d'abord, le risque d'un troisième confinement dépend assez peu de la vitesse de la vaccination, puisque la vraie inquiétude que nous avons, c'est le développement en France de la variante anglaise, comme on l'appelle, du virus. Même si on sait de façon claire maintenant que les vaccins sont efficaces contre ce variant anglais, mais on n'a pas le temps de vacciner de toute façon pour s'en protéger. Donc il est assez probable qu'on aura un troisième confinement au moment où il se développera très rapidement en France aussi ce variant anglais. Donc celui-là, on n'y échappera pas. Peut-être fin février, mars, enfin, il faudra sans doute resserrer les règles assez fortement, comme le font les Britanniques en ce moment. Ah oui, donc vous pensez qu'on n'échappera pas au destin britannique actuel, Patrick ? Oui, parce que honnêtement, pour qu'on y échappe, il faudrait qu'on arrive à se protéger de ce variant anglais. Et la frontière avec l'Angleterre, elle est ouverte. Il y a beaucoup de commerce, il y a beaucoup d'échanges. Il y a quand même pas mal de personnes qui bougent. Et donc, le scénario quand même que privilégient tous les modélisateurs, c'est le scénario où ce variant anglais est déjà présent, on le sait, et va finir par monter très vite. Donc moi, je crains qu'on n'échappe pas à un troisième confinement de 1 mois, 6 semaines, pour refaire baisser le nombre de cas de maladies à cause du développement du variant anglais. Oui, ce qui va avoir un impact économique. Mais vous avez écrit, oui, Patrick Artus, un rebond du PIB de 6% en 2021, comme le prédit Bercy, devient maintenant héroïque. 3 points de PIB, c'est 1 million d'emplois en moins et sans doute des milliers de morts. On stocke des doses de vaccins dans des frigos, mais on ne s'en sert pas, c'est criminel. Donc la politique, en ce moment, la campagne vaccinale ne va pas suffisamment loin, en tout cas, pour qu'il puisse y avoir une vraie reprise économique. C'est ce que vous écrivez. Oui, après la question, donc si on n'échappe pas à ce troisième confinement, parce que de toute façon, d'ici le mois de mars, on n'aura pas vacciné suffisamment de personnes. C'est pas Israël, qui est le seul pays qui va y arriver sans doute dans ces délais très très courts. La question, c'est il ne faut pas qu'il y en ait un quatrième. Je veux dire, il ne faut pas qu'en juin, juillet, on ait à nouveau une poussée d'épidémie. Pour ça, il faudrait avoir en juin, juillet l'immunité collective. L'immunité collective, c'est 50% de la population protégée. Si on dit qu'il y a 12-13% de la population qui est protégée parce qu'elle a eu la maladie, donc elle a des anticorps, il resterait à vacciner 22-23 millions de personnes. Donc l'optimum absolu, ça serait d'être capable en 5-6 mois de vacciner 22-23 millions de personnes, c'est-à-dire de vacciner 3,5 millions ou 4 millions de personnes par mois. Si on y arrive, on est dans un scénario où on aura certes un troisième confinement, mais c'est le dernier, et après à l'été, on a contrôlé l'épidémie, et là on peut espérer peut-être à peu près 4 ou 4,5% de croissance en 2021. Donc certainement ça, c'est dans le meilleur des cas, c'est-à-dire si on parvient effectivement... Ouais, c'est le bon scénario compte tenu des circonstances présentes. Le scénario à 6, il nécessiterait qu'il n'y ait pas du tout de confinement, et honnêtement, c'est assez peu probable qu'on y arrive. Pour faire 4 ou 4,5, ce qui ne serait pas quand même catastrophique, est faisable si on arrive à la fin du printemps à l'immunité collective dans la population. Donc je crois que c'est ça l'objectif qu'il faut se fixer. Il faut quand même se rendre compte que ça veut dire 1 million de vaccinations par semaine à peu près. On en est loin pour l'instant. On est au tiers de ça. On est au tiers de ce rythme-là en ce moment. Si on arrive, puisque l'objectif du gouvernement, c'est à peu près 50 000 vaccinations par jour, il faudrait être à 150 000 vaccinations par jour. Mais si on traîne trop, le risque, c'est qu'on n'ait pas d'immunité collective cet été
et qu'on puisse avoir un quatrième confinement. Et là, on commence à avoir des scénarios que j'évoquais dans l'article du Monde où la croissance descend à 3 ou en dessous de 3. Oui. Et effectivement, quand on passe de 6 à 3, on perd peut-être pas 1 million, mais peut-être 700 ou 800 000 emplois, quoi, je veux dire. Donc ces pertes d'emplois, Patrick Artus, elles sont inévitables malgré les aides de l'État actuel qui sont importantes, qui sont maintenues. Alors, c'est des pertes d'emplois qui ne fabriquent pas forcément du chômage, parce qu'il y a du chômage partiel, il y a des aides dans tous sens, mais c'est des personnes qui ne travaillent plus en entreprise, c'est de la perte de revenus. Ça veut dire aussi qu'on aura davantage besoin de déficit public, ça veut dire aussi qu'il y a des entreprises qui devront s'endetter à nouveau, donc qui vont dégrader encore plus leur bilan. Donc, il me semble qu'avec tous mes camarades qui ont passé le même message dans beaucoup de médias, l'idée, c'est qu'il faut absolument éviter un quatrième confinement. Donc, il faut arriver à l'immunité collective au début de cet été. Donc, il faut des rythmes de vaccination beaucoup plus élevés que celui qui semble être envisagé aujourd'hui. Alors, bien sûr, il y a plein de difficultés. Il y a des difficultés logistiques, il y a des difficultés d'accès aux vaccins. Il faut sûrement continuer à pousser le gouvernement en le disant le rythme que vous avez sélectionné pour l'instant, c'est quelque chose qui ne va pas amener l'immunité collective avant la fin de l'année. Donc c'est quelque chose qui risque de nous amener une croissance extrêmement chaotique encore bien plus tard que sur le premier semestre. Donc il faut mettre le turbo. Selon les dernières prévisions de la Banque mondiale, Patrick, l'économie mondiale devrait progresser de 4% en 2021. Donc c'est l'économie mondiale dont on parle, à condition là aussi, dit la Banque mondiale, qu'il y ait des campagnes de vaccination massives tout au long de l'année. Sinon la croissance, elle ne sera plus que de 1,6% en 2021. La chute de l'économie mondiale, cela dit, en 2020, dit la Banque mondiale, devrait être moins sévère qu'attendu, notamment grâce au redémarrage plus solide de la Chine. Alors l'économie chinoise devrait bondir, d'après la Banque mondiale, de 7,9% en 2021 contre 2% en 2020. La Chine, Patrick, est-elle la grande gagnante de cette période ? Alors, à court terme, la Chine et d'ailleurs l'Asie, quand on parle d'Asie aujourd'hui, on parle, vous savez Stéphanie, des 15 pays qui ont fabriqué cet accord de libre-échange qui s'appelle le RCEP. Ces 15 pays d'Asie sont à court terme les gagnants de cette crise, puisqu'ils ont trouvé de la croissance. Effectivement, 8%, c'est ce que fera la Chine cette année, peut-être même un peu plus. Ils ont une croissance qui s'auto-entretient, c'est des pays qui échangent énormément entre eux. Donc ces pays d'Asie auto-entretiennent leur croissance. Ils ont un niveau de PIB qui est déjà nettement plus élevé que celui qu'ils avaient avant la Covid. Nous, on en est très très loin. Et donc, l'Asie, qui est un tiers du PIB mondial, va croître en 2021 probablement d'un peu plus de 6% globalement. Et c'est le moteur de l'économie mondiale. Ça représente 60% de la croissance mondiale qui vient d'Asie. Donc effectivement, et puis la deuxième nouvelle positive pour l'économie mondiale, c'est que le Sénat américain devient démocrate, voilà. Ce qui va permettre à Biden très probablement de mettre en place son programme, ou une grande partie de son programme, qui est un programme totalement keynésien, avec beaucoup de dépenses publiques supplémentaires dans les infrastructures, dans la transition énergétique, dans la santé, dans l'éducation. Et donc on va avoir une politique extrêmement stimulante aux États-Unis, qui va sans doute pousser l'économie américaine au-dessus de 4% de croissance aussi en 2021. Donc ça, c'est l'autre nouvelle positive. Patrick, dans la concurrence entre la Chine et les États-Unis, est-ce que les États-Unis risquent de perdre leur rang de première puissance économique mondiale ? Oui, alors c'est en train de se produire dans ce qu'on appelle en parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire pas en dollars habituels, en dollars corrigés des prix, puisque un dollar en Chine, ça permet d'acheter plus de biens qu'un dollar aux États-Unis. En parité de pouvoir d'achat, la Chine est passée devant les États-Unis. Mais quand vous faites des calculs assez simples, vous voyez que ces 15 pays d'Asie, qui représentent aujourd'hui exactement 32% du PIB mondial, représenteront plus que la moitié du PIB mondial en 2040. Donc l'avenir économique de la planète, il est vraiment en Asie. Le capital va se déplacer vers l'Asie, les entreprises vont se déplacer vers l'Asie, et les capitaux déjà se dirigent vers l'Asie. Donc c'est une évolution extraordinairement puissante. Évidemment, la question après, c'est celle de l'Europe là-dedans. Oui, alors l'Europe ? Je ne suis pas si négatif que le consensus. On a un consensus qu'on a appelé le G2, en disant le monde allait se résumer à la Chine et aux États-Unis. C'est pas si vrai que ça. Je veux dire, il me semble que l'Europe a fait d'assez grands progrès qui sont pas très, dont on parle pas assez.
il y a quand même beaucoup plus de solidarité, il y a un plan de relance, il y a un budget européen à moyen terme, il y a un début de politique industrielle européenne. On voit qu'il y a un rapprochement des positions françaises et allemandes sur pas mal de sujets, en particulier sur la nécessité de faire ensemble des investissements. Donc l'Europe est pas si mal que ce qu'on dit. Moi, je suis moins sur l'Europe que... Et donc, ça ne sera pas du G2. Je pense que l'Europe a un rôle à jouer aussi. L'Europe a un rôle à jouer. Les pays émergents, d'après la Banque mondiale, la pandémie a fortement exacerbé leur risque d'endettement. Patrick Artus, cette question de l'endettement mondial, comment faire? Elle va être vraiment au centre des préoccupations. Alors, il y a une énorme différence entre les pays émergents et les pays de l'OCDE. Quand vous faites, dans les pays émergents, tout le monde pratique la même politique, qui est ce qu'on appelle la monétisation des dettes publiques. Donc on fait du déficit public, et puis la dette publique qui est émise par l'État est achetée par la Banque centrale qui paye en créant de la monnaie. Donc en fait, on finance le déficit public par de la création monétaire. Quand un pays émergent fait ça, ça a des conséquences extrêmement négatives parce que les habitants du pays qui voient cette inondation monétaire convertissent la monnaie en devise forte. Vous voyez, l'Argentine, par exemple, parce qu'il s'est fait ça en Turquie. Donc les Argentins ont systématiquement transformé les pesos en dollars et le taux de change du peso s'est effondré. Donc les pays émergents, en réalité, n'ont pas cette facilité qui consiste à monétiser le déficit public et le faire financer par la Banque centrale. Nous, on l'a fait. Donc en un mot, Patrick, parce qu'on n'a plus de temps, il faut annuler leurs dettes, les aider en tout cas. Oui, les émergents, à nouveau, n'ont pas la même facilité à faire des dettes publiques que nous, puisque nous pouvons les monétiser et ça n'a pas de conséquences dramatiques à court terme. En tout cas, personne n'est en train de jeter les euros pour acheter autre chose, alors que tout le monde a jeté les pesos pour acheter du dollar. Donc il y a un vrai sujet. Vous avez vu que le FMI a annulé ou restructuré les dettes de 60 pays émergents, c'est totalement sans précédent. Merci beaucoup Patrick. Patrick Artus, directeur de recherche chez Natixis. C'est la fin de la première partie de la semaine de l'écho. Vous restez avec nous, on se retrouve après les infos.